Coucou, c'est Chérine et je suis encore à Paris. Il fait pas mal froid, il faut le dire. D'ailleurs, on se calme, on est bien au chaud. Il faut comprendre pourquoi Il les fait pas très pullovers. Vert. chaud, bien sûr. Voilà. Je suis en compagnie d'un charmant monsieur que j'aime beaucoup, que j'adore d'ailleurs, qui, euh, qui apparaît être quelqu'un que j'apprécie pour ce qu'il fait. Il vient de sortir quelque chose de très sympathique. Alors, je vous présente d'abord mon invité. C'est Dr Philippe Renon. Bonsoir Philippe. Bonsoir chérie. Je suis psychiatre, mais je dirige à l'université Paris-Descartes, les enseignements qui touchent à la sexualité, sexologie, sexualité humaine, les enseignements de santé sexuelle. C'est-à-dire c'est pour les médecins ou les psychologues, pour leur permettre de comprendre la complexité de la sexualité. Parce qu'à la fois, on la vit, elle est simple. Oui, faire l'amour, ça paraît très simple. Et puis, faire l'amour, c'est à la fois très complexe dans de la psychologie, de la biologie, de la relation, ainsi de suite. Voilà. On est là aujourd'hui pour parler de ce fameux best-seller, une BD qui est sortie le mois Oui, au mois d'avril, d'avril, c'est il y a 6 mois il y maintenant. a 6 mois déjà. Alors, l'idée initiale, c'était d'écrire l'histoire de la sexualité depuis la nuit des temps. Et petit à petit, elle s'est transformée en une BD qui est avec Laetitia Corinne qui a fait les dessins. Laetitia Corinne est une dessinatrice, auteure de BD, avec des très belles BD. Elle a fait notamment ce qu'on appelle le monde merveilleux des vieux. Elle s'est intéressée alors qu'elle a 30 ans et elle a dessiné magnifiquement l'intimité des vieux notamment. D'accord. Et on a travaillé ensemble pendant une année pour essayer de raconter la sexualité humaine depuis le début, depuis l'origine. C'est-à-dire nous sommes au départ des primates, nous sommes avant de devenir des humains préhistoriques et on va effectivement à travers les siècles, on va voir de quelle façon l'intimité, la sexualité peut exister, comment les hommes et les femmes se sont arrangés, se sont interpénétrés pendant des siècles, que ce soit dans l'Antiquité, que ce soit dans la Grèce, à Rome, puis on passe dans le courant qui va être le nôtre, en tout cas français, dans le Moyen Âge, et puis les différents siècles jusqu'à arriver à la libération sexuelle qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est une grande histoire, et la première histoire de la sexualité, racontée en BD. Elle explose parce que, notamment, elle est traduite par un des plus grands éditeurs anglais, qui est Penguin. Elle est traduite en anglais, elle est traduite en grec, en québécois, en tchèque, et puis il y a des traductions qui vont se faire en espagnol et dans beaucoup d'autres langues. Donc c'est vraiment... Oui, c'est très bien. Ça montre simplement que c'est un travail très original voilà. qui intéresse beaucoup parce qu'il n'y a pas d'équivalent. Parce qu'on ne raconte jamais la sexualité. Ben non. Et je crois que le recul dans le temps, c'est-à-dire le fait de raconter ce qui se passait il y a des siècles, ce qui se passait il y a un siècle, permet de relativiser ce que nous vivons. C'est-à-dire que la liberté sexuelle qu'on connaît au XXIe siècle, et encore pas dans tous les pays, cette liberté sexuelle est extrêmement récente. Si on parle simplement de la France, il y a un siècle, ou il y a moins d'un siècle, que date le mariage d'amour. C'est-à-dire le fait de pouvoir se choisir, être dans l'intimité avec quelqu'un qu'on a choisi. L'homosexualité, même en France, était condamnée il y a un siècle. Elle est aujourd'hui mieux acceptée, mais on connaît beaucoup de pays qui la condamnent. Donc on va se rendre compte avec le temps, et dans cette revue de l'histoire, qu'on comprend mieux ce qu'est la sexualité libre aujourd'hui. Les jeunes enfants, c'est plus compliqué, parce qu'il y a de la nudité à presque toutes les pages, et ils ne vont pas forcément comprendre la distance. Mais tous les ados, à partir de 14-15 ans, au contraire, ça va même leur apprendre beaucoup de choses. Est-ce que vous attendiez à un tel succès? Non, d'abord, avec un livre, on ne peut pas savoir, mais je voudrais dire que nous avons même été étonnés sur l'objet de cette BD, parce que c'est un grand format, couleur, 200 pages. C'est-à-dire que nous avons travaillé tous les jours pendant une année, et ça donne un objet énorme, mais qui est magnifique, parce que il est très étonnant de contenu. Vous voyez, avec le recul, effectivement, moi-même, j'en suis étonné, surpris, admiratif, et je n'ai pas l'impression que ce soit moi qui l'ai écrit. Pour une œuvre pareille, aussi grande, imposante, je sûr. crois faire 1,2 kg ou, Oui, oui, 1,2 kg de sexualité. de sexualité et d'histoire à un prix vraiment très C'est avantageux. tout ce que les livres d'histoire ne nous racontent pas, parce qu'on ne va pas parler de la sexualité de Jeanne d'Arc, d'Henri III avec ses mignons, on ne va pas parler
de Cléopâtre qui invente le vibromasseur. Ah oui, ça c'est magnifique. Ça c'est extraordinaire, Oui. mais c'est très vrai. On ne va pas parler des déesses de l'Antiquité, du moins dans les livres d'histoire, on a enlevé en général tout ce qui était sexuel et tout ce qui était un petit peu érotique. Le baiser, c'est-à-dire s'embrasser quand on fait l'amour, date depuis... Enfin, c'est récent, c'est pas... Alors le baiser était interdit, le baiser sur la bouche. Il y a eu une habitude française, c'est pour ça que ça s'est appelé le French kiss. Oui, alors dites-nous. Non, c'est tout simplement que peut-être que les Français sont embrassés sur la bouche avant d'autres générations, mais d'autres populations. Mais lorsqu'on parlait du French kiss, ça voulait bien dire que les autres ne s'embrassaient pas sur la bouche. Généralisé au monde entier, c'est la première peut-être, j'allais dire, mondialisation par le cinéma d'Hollywood dans les années 1930, 1940, où tout le monde a vu des grands films et des baisers mémorables. Et à partir de là, par exemple, le Japon, qui ne s'embrassait jamais sur la bouche, mais qui se touchait le nez, Oui. eh bien aujourd'hui s'embrasse sur la bouche parce que le cinéma américain l'a popularisé. On va faire une petite pause et on va revenir On va tout de s'embrasser suite. sur la bouche. On va revenir tout de suite. D'accord. De quoi ont aujourd'hui besoin les femmes? Les femmes. De Et, quoi et la deuxième question, et c'était le cas il y a 20 ans. Donc dites-nous. Alors on peut se demander de quoi ont-elles besoin ou de quoi ont-elles envie. Moi je crois que dans tous les pays, et c'est vrai aussi en France, mais c'est vrai partout, nous avons besoin d'une éducation à la sexualité qui existe nulle part. Au Canada, enfin au Québec, il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup d'informations sexuelles dès le primaire, au collège, au lycée. Aujourd'hui même, on voit de quelle façon, dans certains pays, ça régresse. Par exemple, au Québec, il y a eu des changements de gouvernement et il n'y a plus d'éducation à la sexualité. D'accord. En France, ça n'a jamais existé, ou très peu. Alors certains vont vous dire, mais si, il y en a. Ce qu'il y a comme information, et j'espère dans tout le Moyen-Orient et dans l'Orient, mais peut-être un peu, si, l'information générale qui passe, Oui. c'est une information sur la contraception et la préservation. L'éducation à la sexualité, ça devrait se faire très tôt, dans le primaire, pour permettre aux jeunes enfants de comprendre ce qu'est un homme, ce qu'est une femme, qu'une fille, c'est pas un garçon, qu'un garçon, c'est pas une fille, et notamment, ça permettrait d'éviter la violence que l'on voit à l'âge adulte. De quoi ont besoin les femmes aujourd'hui? Oui, alors des femmes Eh bien, qui viennent chez vous vous consulter. Oui, elles ont besoin toujours d'informations parce qu'elles ne connaissent pas très bien leur corps, elles ne connaissent pas très bien les réactions de leur partenaire, et je crois qu'il y a d'abord de l'information à donner. Quand il y a besoin, on donne du conseil, après il va y avoir de la thérapeutique, mais là, c'est quand on est en difficulté. Et je crois que la plupart du temps, quand on est en difficulté sexuelle, il vaut mieux voir quelqu'un en couple, c'est-à-dire essayer de réfléchir avec le partenaire, avec quelqu'un qui connaisse bien. Les hommes sont désarçonnés par l'évolution féminine. Et masculin? Ils sont désarçonnés, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas, ils vont tomber de cheval, hein, ils ne savent pas très bien de quelle façon aborder une femme qui veut exister, qui a des préconisations, quelquefois une volonté, et par exemple un dirigisme féminin qui se voudrait être une sorte de domination masculine inversée, ça va mettre beaucoup les hommes très mal à l'aise, et très souvent d'ailleurs, ce couple va avoir des difficultés, car cette femme veut avoir un homme qui existe, qui soit doux, mais en même temps qui soit solide. Oui. Et la plupart du temps, ce n'est pas possible. Si cette femme est très solide, eh bien elle va arriver à amener des réactions de faiblesse de cet homme. Et très souvent, c'est justement là, on parlait tout à l'heure du couple, c'est là que l'intérêt, c'est pas de voir l'individu tout seul, c'est de comprendre ce qui se passe dans le couple. Il faudrait qu'il y ait de la souplesse des deux côtés et que chacun existe à part entière. C'est pas facile. C'est très dur. C'est une équation un petit peu difficile, mais on peut y arriver. Est-ce que le sexe est important? Si important dans un couple? Franchement, faut le dire. Est-ce que c'est aussi important? Alors, on est quand même dans des périodes très compliquées, dans lesquelles on voit du sexe à toutes les pages des magazines. Oui. Maintenant, des télévisions, des magazines web, parce qu'il y a des magazines web, hein, comme Oui. celui de Chérine. Oui, tout à fait. Et dans tous les magazines, il va y avoir du sexe. Ouais. Pourquoi? Certainement pas parce que le sexe est épanoui. S'il était épanoui, bon, Il n'y tout aurait le pas, monde oui. irait. Tout à C'est fait. parce qu'il y a beaucoup de difficultés
Et donc, il va y avoir une espèce d'exigence que nous avons trop tous, c'est-à-dire qu'il faudrait que ça soit parfait. Ça ne marchera jamais. Je crois qu'il faut que la sexualité existe, mais la sexualité n'existera que s'il y a une très bonne entente. Et la plupart du temps, il faut qu'il y ait une bonne entente. À ce moment-là, une bonne écoute, mais je crois qu'il faut que chacun puisse oser parler de ses désirs, permettre de comprendre les difficultés et que chacun soit à l'écoute. Très souvent, dans les couples qui ne vont pas bien, l'un des deux n'entend pas trop ou les deux n'entendent pas. Donc, s'écouter, c'est aussi s'entendre. Et s'entendre, ça se dit sur tous les sens du terme. J'ai été faire un peu quelques petites recherches. Et il s'avère qu'en France, sur les divorces, 1 cas sur 3, déjà, de mariage, les gens finissent par divorcer. Et bizarrement, ce sont à pourcentage c'est toujours le 3/4 des femmes qui demandent le divorce. Et la majeure, enfin la raison majeure, c'est à 33% d'infidélité. Vient en deuxième lieu l'égoïsme. Qu'est-ce que vous en pensez de cette fameuse... Je vais faire l'avocat du diable. Est-ce que vraiment la fidélité est aujourd'hui devrait être aussi importante dans le couple et tout le monde s'y tient parce qu'on sait comment ça finit. Au début, ils sont bien, après ils se lassent, chacun essaie d'aller voir ailleurs et puis à un moment donné, quand un d'eux le sait, eh ben, c'est la fin. Alors il y a d'abord la question du pourcentage. Bon, il y a beaucoup de couples qui se séparent. On s'est rendu compte que la durée du couple se rétrécissait. Alors attention, tout ceci à moins de 50 ans. Il y a 50 ans, dans tous les pays au monde, tout le monde est marié. Parce que tout le monde est en société traditionnelle. En France, en 1950, tout le monde est marié. La bête noire des sociétés traditionnelles, c'est le célibataire. Ou la célibataire, parce qu'il va prendre un partenaire dans un couple et il va y avoir des jeux de chaises musicales. Donc, en société traditionnelle, c'est pour ça qu'il y a des marieuses, il faut marier tout le monde. Depuis 50 ans, le mariage a éclaté, en tout cas en Occident, sous sa forme traditionnelle, et on va avoir de multiples formes de l'union. Et là, on se rend compte que la durée du couple se réduit. C'est ce que j'appelle des tranches de vie. On va faire des tranches de vie avec une personne, avec une autre. Tout à fait. Mais ces tranches de vie, on s'est rendu compte qu'elles diminuaient, bien sûr, depuis cette ouverture du mariage, mais aussi, surtout, c'est dans le même temps, l'allongement de la longévité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un couple formé jeune, à l'âge de 20 ans, s'il est dans des très bonnes conditions sanitaires, il va vivre 70 ans, 80 ans ensemble. C'est-à-dire, je ne vais pas dire que c'est impossible, mais ça rend les choses très compliquées. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'il va donc y avoir des tranches de vie, et ces tranches de vie vont être plus ou moins consciemment comprises. Pourquoi y a-t-il 3/4 de femmes qui demandent le divorce? Voilà. Mais ce n'est pas aujourd'hui. C'est toujours été comme ça. En 1950, en 1970, c'était exactement la même chose. C'est intéressant, oui. C'est-à-dire que le pourcentage est toujours le même. J'allais dire même un peu plus. Je pense que c'est plutôt 80%. C'est-à-dire que, tout simplement, que les femmes sont à l'écoute de ce qui se passe dans le couple. Jamais les hommes ne le sont. C'est-à-dire qu'il y a un psychanalyste anglais, Darian Leader, qui dit ceci. Chaque matin, chaque femme se pose une question. Elle se demande quel est cet homme à côté de moi. Est-ce mon amant, mon mari, un inconnu? C'est-à-dire qu'elle interroge la nature du couple. Est-ce que ce compagnon est devenu un éloigné? Est-ce que c'est toujours mon amant? Et elle sait la nature du couple. Il n'existe plus beaucoup, mon couple, ou il existe. Dans le même temps, aucun homme ne se pose jamais la question. Et ce n'est pas parce que les hommes seraient imbéciles. C'est tout simplement qu'on n'a pas les mêmes représentations. C'est pour ça que les femmes savent très bien que le couple est terminé depuis 2 ans, mais que cet homme ne s'en est pas rendu compte. Et c'est pour ça qu'il y a ce décalage, c'est pour ça qu'il faudrait arriver à souvent parler, et il faudrait que les femmes osent plus dire des choses qu'elles savent, mais qu'elles ne veulent pas dire, parce que la plupart des femmes pensent que cet homme doit le trouver. Eh bien non, doit le trouver seul, et c'est comme ça qu'on arrive à beaucoup d'échecs de couple. Non, cet homme ne le comprend pas. Mais les femmes disent, si je le comprends, il doit le savoir. Non, pas du tout. Donc je crois qu'il faut que les femmes parlent plus, à moins qu'elles désirent la fin du couple. D'accord. Ce qui me ramène à la question de l'infidélité ou la fidélité. Oui. Alors l'infidélité, nous par contre, on a vu tout à fait une évolution en France depuis les 50 dernières années. Il y a eu une évolution à un moment donné vers ce qu'on a appelé le couple ouvert. Dans les années 80, début 90, c'était un couple ouvert où on a pensé qu'on pouvait vivre un couple
dans lequel chacun était un petit peu ouvert Oui. vers l'extérieur, peut-être vers d'autres relations même. Ça n'a vraiment pas marché longtemps et surtout, au même moment est apparue l'épidémie du sida. Ah, Et oula. cette épidémie du sida a amené un resserrement sur les valeurs de fidélité. On le voit depuis les années 90, et surtout les jeunes couples, les valeurs de fidélité sont les plus importantes dans les couples. Même dans les couples plus âgés qui sont redevenus à ces valeurs de fidélité. Ça n'empêche pas qu'ils se séparent. Et au contraire, il y a plus de relations qui peuvent se nouer parce que la société a changé, parce que les rencontres se font plus facilement. Mais moi je dirais l'adultère est une espèce en voie de disparition. L'adultère existe de moins en moins, et je vais vous l'expliquer, pas forcément en Orient, vous allez le comprendre, mais en tout cas en France aujourd'hui, l'adultère est en train de disparaître, pour une raison très simple. Oui, dites-nous ça. C'est-à-dire qu'il se noue beaucoup plus de relations, parce que les mœurs sont un petit peu libres, mais immédiatement, cette relation va donner lieu à un nouveau couple Une naissance. et une séparation, ou alors, dans moins de 6 mois, la personne revient dans le couple. C'est-à-dire que moi j'appellerais adultère ce que l'on voyait autrefois, c'est-à-dire la relation parallèle. Mais il y a une amorce de relation en 2-3 mois et soit ça donne naissance à un nouveau couple, soit là. Et vraiment, la forme d'adultère qui se poursuit, franchement, ça n'existe que très rarement. En France, ça existe très peu. Bon, on va faire une petite pause et on va retourner à des questions un peu plus personnelles. Je ne sais pas si elle va tout répondre. À tout de suite. Voilà à nouveau avec Dr Philippe Brenon. On va continuer la petite suite des petites questions personnelles. Mais voilà. Voilà. Dites-moi, question personnelle. Si vous aviez le pouvoir de changer quelque chose dans votre passé, comme ça, je vais poser des questions, vous allez juste essayer de répondre. Oui. Ce serait quoi? Oh, je n'aurais pas fait de la médecine. J'aurais poursuivi ce que je fais. Moi, je suis un passionné de musique et surtout, j'aurais écrit des romans. Et je me serais voué à l'écriture, ce que je fais en partie. Ah oui, vous êtes écrivain. Mais pas du côté, non, je ne suis pas un écrivain. J'ai écrit beaucoup de livres, hein, mais je ne suis pas un écrivain. Pour moi, un écrivain, c'est quelqu'un qui vit à travers son écriture, d'abord dans de la fiction, dans du roman, et d'une certaine façon, le roman constitue la vie et l'œuvre. Et je crois que si je pouvais changer quelque chose dans ma vie aujourd'hui, sauf qu'il faudrait un mécène pour me permettre de vivre, je serais romancier. D'accord. Et la musique, c'est quoi? La musique, je suis musicien de jazz, à la fois guitare et piano, et c'est une passion. Et je pense que d'ailleurs beaucoup de choses, pour ceux qui connaissent le jazz, beaucoup de choses que je fais, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans, même j'allais dire dans des conférences ou autres, ce n'est qu'une longue improvisation, c'est-à-dire que je le fais sur le même mode. Là, je suis en train de vous parler, pour moi, c'est une sorte de chorus avec la blue note que je trouve de temps en temps. Quel est l'objet, la rencontre, l'expérience qui a changé votre, étant petit ou dans l'adolescence, le regard sur ce que vous, enfin, le regard de la vie? Souvent, il y a une rencontre, il y a quelqu'un, il y a un livre, il y a peut-être une peinture, il y a peut-être une musique. Oh, c'est pas dans l'enfance. C'est où? C'est quand? C'est pas dans l'enfance, mais ce sont des rencontres. J'ai rencontré plusieurs personnes, dont une. Oui. Je me suis aperçu ensuite qu'ils étaient nés la même année, qui était l'année de naissance de mon père, et ce sont des gens qui m'ont profondément marqué, que ce soit Yves Pélissier, Georges Ballandier, Edgar Morin, que beaucoup de gens connaissent, qui sont des penseurs et qui ont influencé ma façon de réfléchir, de penser, de m'exprimer. La plus belle leçon de vie, c'est mon très proche ami, beaucoup de gens le connaissent, Boris Cyrulnik, que je rencontre, on ne comprend pas, moi je ne comprends pas pourquoi j'ai autant d'importance pour lui et il a autant d'importance pour moi, et je vais aller dans son enfance, puisque je vais découvrir son enfance avec lui, et je m'aperçois à ce moment-là qu'il est né à Bordeaux comme moi, et que c'est pour ça que nous avons des atomes crochus. Alors ça, c'est une leçon de vie, parce que à la fois on chemine intellectuellement ensemble, mais le fait de rentrer dans l'enfance de quelqu'un, de la découvrir avec lui,
de l'aider à la découvrir parce qu'il ne la comprenait pas. Et ça, c'est quelque chose qui est bouleversant. Et voilà. Il y a un roman, que je ne me rappelle plus comment il s'appelle, un roman, on nous l'avait imposé à l'école. Un merveilleux malheur. Non, le petit canard, non. Ah, le vilain petit canard. Le vilain petit canard. Le vilain petit canard qui est en fait l'idée, c'est plus que l'histoire, que dans toute famille, il peut y avoir un vilain petit canard, et que ce vilain petit canard, on va l'ostraciser, on va lui taper dessus. Oui. Et c'est l'histoire de ce vilain petit canard qui raconte la façon dont, même si on est un vilain petit canard, on peut s'en sortir. Oui. C'est un message d'espoir, cette expérience de vie avec Boris, c'est un message d'espoir, c'est-à-dire que même si on sort d'un traumatisme important, qu'on a été désigné comme un vilain petit canard, il y a des possibilités de s'en sortir. C'est ce qu'on appelle la résilience. Quelle est la plus grosse crainte dans votre vie? La crainte, c'est de moi-même. C'est une crainte de soi, d'arriver à ne pas s'autoriser suffisamment, à ne pas laisser sortir de soi ce qui est le plus important, c'est-à-dire ses désirs profonds. Oui, j'ai sûrement une crainte de m'étouffer et de ne pas laisser advenir ce qui m'importe le plus. La vie n'est pas si compliquée qu'on l'imagine, c'est-à-dire très souvent on se la complique par des paradoxes. Alors c'est ce que Paul Václavic appelait tous ces paradoxes, j'allais dire, qui nous mettent des bâtons dans les roues. Il a écrit 2 livres passionnants qui disent bien cela. C'est Faites vous-même votre malheur, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte qu'on peut souvent, quand on a des difficultés, c'est peut-être soi-même qui l'empêchons. Et l'autre qui va, donc c'est l'opposé, l'antonyme de ma citation, c'est Comment réussir à échouer. Hein, et à l'extrême, je réponds à ça, la vie n'est pas si compliquée que vous l'imaginez. Si j'avais été une magicienne et que j'avais une baguette magique et vous n'aviez qu'un seul vœu, mais un seul, comme ça, sans penser, quelques secondes, vous me demanderez quoi? J'étais la petite fée Clochette qui vient avec sa petite poudre. Ah ben tiens, pourquoi pas? Ah, j'aimerais être une femme. Non, vous plaisantez. Non, c'est vrai. Non, c'est pas vrai du tout, pas du tout. Je trouve ça merveilleux, à la fois difficile, puisque ça fait 30 ans que j'écoute des femmes tous les jours, et je dis combien de fois la vie féminine est beaucoup plus complexe. Mais la vie féminine, à la fois plus complexe, peut être extraordinairement, à mon avis, plus belle que celle des hommes. C'est-à-dire, lorsque cette vie féminine est libre, est assez autonome, oui, réellement, j'aimerais être une femme un peu comme Tirésias, c'est-à-dire que je ne connais qu'un revers de la médaille, et j'aimerais bien savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Il y a quelque chose qui est à côté de vous, vous allez me le passer. Voilà. Et j'en prends un autre. Voilà, j'en prends un autre. Il y a une dame qui s'appelle Sherin Kay et qui a écrit un livre qu'il a auto-édité, donc, qui s'appelle Inavouable. Le temps de la vérité. Dites-moi exactement ce que vous en pensez. En tant que sexologue, voilà, parce que vous m'avez dit une chose très importante au début de l'interview, c'est que les femmes ne se connaissent pas. Oui, les femmes ne se connaissent pas et elles ont besoin à la fois de se connaître, mais quand on est un petit peu verrouillé en soi-même, on ne va pas arriver facilement. Ouais. Et on a besoin de l'expérience des autres, on a besoin de la compréhension des autres. Il y a 5 ou 6 ans, j'ai fait une grande enquête, enfin 2 grandes enquêtes avec l'Observatoire international du couple. On a vu une année 2500 hommes, l'année suivante 3400 femmes. Ce sont des témoignages, il y a beaucoup de témoignages de femmes, et ça permet souvent, en les lisant, tiens, de se situer. Je dis aux femmes, tiens, vous allez lire, tiens, ça me ressemble, tiens, ça, j'y avais pas pensé. Et je trouve que dans ce livre Inavouable, alors qui a été écrite par une femme très sensible, qui est c'est une de vos consoeurs concitoyennes, Sherin Kay. Oui, tout à fait. Vous connaissez Sherin Kay? Oui, je la connais. Elle je la côtoie presque chaque jour. Je veux dire, elle fait part d'une expérience, même si c'est sous-titré Inspiré d'histoires vraies, de l'expérience de femme. Et moi, ce que je trouve très beau dans ce livre, c'est que ça permet d'approcher, parce que c'est
décrit vraiment comme ça peut être vécu. Oui. Moi, personnellement, j'aurais aimé être une femme, je viens de le dire. J'aurais aimé vivre des choses qui ont été vécues là-dedans, Oui. à la fois avec toute l'audace qu'a une femme, j'allais dire moderne, mais moderne dans le sens pas occidental du terme, dans le sens libéré, c'est-à-dire d'aujourd'hui, dans des pays de forte tradition, dans lesquels les femmes n'avaient pas le droit de s'exprimer comme ça. C'est à la fois une liberté parfois totale, mais qui permet pour toutes les femmes moyen-orientales, par exemple, de comprendre, non pas la distance vis-à-vis de quelque chose qui est difficile à accepter, c'est de dire que voilà, ça peut être vécu comme ça. C'est-à-dire, c'est un discours, moi, qui me paraît très libérateur, qui est très intéressant parce que ça raconte une histoire vraie. Même si c'est composite, certainement, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire que ça a été vécu. Tout a été vécu par une des femmes, c'est la même chose, et permettant pour chaque femme de se situer. Tiens, ça, j'ose peut-être pas le faire. Mais là, tiens, ça me représente, ça me donne une représentation de quelque chose qui existe. Il y a beaucoup de sensibilité, il y a beaucoup, surtout, je dirais, de témoignages d'existence d'une femme par rapport à le partenaire de tous les temps, c'est-à-dire cet homme qui autrefois dominait tout le temps, eh bien il y a toutes les attitudes. C'est-à-dire ça permet de comprendre que je peux à la fois être acceptante et je peux à la fois être dominatrice. Et moi je crois que ce qui est intéressant, c'est très pédagogique. C'est à la fois inavouable, puisque c'est à la fois le titre, mais c'est vrai qu'à part dans un roman et par quelqu'un qui ose le dire, et peut-être que la fiction permet, alors que ce sont des histoires vraies, permet de dire l'inavouable. Moi, je crois que c'est quelque chose de très pédagogique pour permettre aux femmes de se situer. On n'est pas obligé pour une femme qui, par exemple, se sent encore très fermée en elle-même, on n'est pas obligé de vivre de façon totalement libre, mais ça peut permettre d'ouvrir un petit peu la vie, d'avoir un autre horizon. Et je crois que ça a les vertus pédagogiques d'un fantasme. C'est-à-dire, je peux très bien imaginer que c'est possible et je vais en réaliser une partie. Je crois que c'est épanouissant et c'est un livre pédagogique. En France, moi je dirais que c'est un livre qui devrait être, j'allais dire, remboursé par la Sécurité sociale. Mais si, parce que ça permettrait à beaucoup de femmes d'avoir moins de difficultés, car les difficultés sexuelles, on en parle peu, mais une femme qui est mal dans sa vie, eh bien, elle va être anxieuse, elle va déprimer, et on va l'aider d'une autre façon. Donc je crois qu'Inavouable doit être surtout mieux connu. Si vous avez l'occasion d'en parler, de le lire, c'est de le faire connaître à d'autres. Moi, je crois qu'il y a un réseau qui doit s'installer. Moi, je dis toujours, et j'ai peut-être mal fait quand je l'avais écrit, c'est de mettre que c'est juste un journal très intime d'une fille qui est née en Orient. Mais oui. Voilà, un journal très intime. C'est juste un journal dans lequel j'ai écrit ce que j'ai pu sentir, refaire. Et beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne se connaissent pas. Et comme vous avez dit au début, les femmes ne se connaissent pas. Avant de parler de libération sexuelle et d'épanouissement, il faut savoir comment on est fait. Donc moi, j'ai essayé d'étirer le plaisir de la femme, l'apothéose du plaisir de la femme. Mais bon, pour le deuxième livre, peut-être que ça marchera mieux. Combien dans votre cabinet, dans vos cabinets, vous avez le quota entre femmes et hommes? Alors, c'est intéressant. Combien? Il y a eu un moment où je me suis posé la question, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de femmes. Oui. J'ai demandé à ma secrétaire, à l'époque, de compter le nombre de dossiers. Oui. Mais il y en avait autant. Ah bon? Sauf que les femmes viennent pendant beaucoup plus longtemps et les hommes vont venir de façon ponctuelle. D'accord. Disons que ce n'était pas très différent. Aujourd'hui, dans l'expérience à Paris que j'ai, je dirais que je vois peut-être plus de femmes, mais j'en suis pas sûr, non. Non, je pense que c'est plutôt, on voit différemment. Et les couples, par rapport? Ah, moi, je suis un grand praticien des couples. J'ai vu, depuis 30 ans, j'ai vu plus de 1000 couples. Mais c'est-à-dire qu'il y a plus de couples que de femmes qui viennent seules? Non. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, moi, j'essaie d'amener les gens à venir plutôt en couple. Parce qu'on va très souvent aider en voyant à quelques reprises un couple, beaucoup plus facilement que se mettre dans un grand travail qui va être très long et où on ne comprendra pas toujours ce qui se passe en face. L'intimité, la sexualité, c'est quelque chose qui occupe les sociétés humaines depuis le début de l'humanité. Toutes les sociétés ont codifié, ont donné des interdits. D'abord l'interdit de l'inceste qui organise la société. Non, on ne fait pas l'amour avec les proches, la famille.
les interdits de l'adultère. Et on en a parlé un petit peu. Oui. Aujourd'hui, des choses changent. Mais ce que l'on n'a jamais dit, c'est que la sexualité pouvait être libre. Ce qui est le plus interdit dans toutes les sociétés, c'est la liberté féminine, parce que les hommes ont toujours été libres. Oui. Donc Oui, aujourd'hui, je dirais, et notamment aux femmes qui peuvent écouter, je crois qu'il y a une revendication à la liberté, et il y a une leçon à prendre de ces 50 dernières années, Oui. c'est que cette liberté est possible. Elle est possible dans tous les pays, elle viendra progressivement. Il ne faut pas trop bousculer les traditions parce que c'est compliqué, mais je crois que c'est un message d'espoir. La sexualité de tous doit être libre. Il faut, à mon avis, je ne sais pas si vous êtes d'accord, prendre son temps. Aller Oui. mollo, mollo, mollo. Que ce soit pour soi, que ce soit dans les sociétés. Tout à fait. La brusquerie en matière sexuelle, ça donne toujours des choses compliquées. Ouais. Donc, oui, la progression. Alors, quelquefois, on a l'impression que c'est pas assez rapide parce que j'aimerais bien que tout d'un coup, toutes les portes s'ouvrent. Eh bien oui, c'est pas très facile. Ça prend son temps. Voilà. Eh bien non, on n'a plus le temps. On va quitter, on va laisser le docteur rentrer chez soi. Merci Philippe Renon d'être avec nous. Chérie. Merci d'avoir été aussi ouvert et disponible. Je ne saurais vous remercier. Il y a quelques pistaches qui vous attendent et quelques Allez, douceurs limanaises. Allez. Avec plaisir, merci. Merci. Merci chérie. Ciao.